Alors, maintenant qu'on a bien compris l'environnement économique dans lequel on se trouvait, on va passer sur une partie un peu plus technique pour essayer de comprendre quel est l'intérêt pour les sucreries de raisonner en termes d'optimisation à la fois sur le plan technique et sur le plan économique. Et ce, en alliant à la fois une expertise dans le domaine sucrier et des outils de modélisation qui vont permettre d'avoir des visions globales et d'être en mesure de faire différents choix, comme je vais vous le montrer. Donc, après vous avoir présenté un peu l'approche générale choisie et qui peut être implémentée dans les sucreries en termes d'optimisation, je prendrai deux exemples pour illustrer cela. Le cas d'une usine au Cameroun, l'usine de Mbanjok, dans l'optimisation des investissements pour une augmentation de capacité. Et un second exemple à l'île Maurice, cette fois-ci d'optimisation de la consommation de vapeur par une approche dite de value monitoring que je vous détaillerai, et ce, avec un minimum d'investissement pour la sucrerie. Donc, comme on le sait, donc les sucreries sont des usines relativement complexes où un certain nombre de paramètres influent à la fois sur les performances de l'usine et sur la quantité des produits réalisés. Et donc, la définition en fait des configurations optimales pour les sucreries sont complètes. Donc, que ce soit pour des nouveaux projets, c'est-à-dire dans quel type de sucrerie je vais devoir investir. Est-ce que ça va être une sucrerie faite essentiellement pour produire du sucre, pour produire aussi de l'éthanol, exporter l'électricité sur le réseau, ou pour une sucrerie existante, quelle va être la meilleure configuration et les meilleures options de conduite en vue des différents paramètres, que ce soit des paramètres physiques, qualité de la canne par exemple, mais aussi des éléments économiques, comme on l'a vu par exemple, l'exemple du Brésil est parlant, avec l'équilibre production de sucre, production d'éthanol, auquel on peut rajouter également pour les sucreries qui exportent leur électricité, la production d'électricité. Donc l'idée pour essayer d'avoir une vision globale de la sucrerie et être à même de faire les bons choix d'investissement et les bons choix de conduite d'usine ne peut se faire que par une bonne connaissance du process, mais aussi à l'aide d'outils numériques puissants qui vont nous permettre de définir en fait un certain nombre de scénarios pour choisir l'optimum économique pour la sucrerie. Donc la méthode générale qui est adoptée et qui prévaut dans les deux exemples que je vous montrerai après est la suivante. C'est que pour avoir une vision globale, on va définir un certain nombre de scénarios, soit des scénarios de réglage de la sucrerie. Est-ce que je vais envoyer tout mon jus à l'atelier de Christa? Est-ce que je vais récupérer une certaine partie pour la distillerie? Comment je vais faire mon mix de production sucre roux, sucre raffiné, éthanol, électricité? Et une fois qu'on a défini ces différents scénarios de réglage et d'investissement, on va pouvoir, à l'aide d'outils numériques, simuler un certain nombre de configurations qui vont nous permettre d'avoir une vision globale de la capacité de l'usine, de ce qu'elle est capable de produire, de ce qu'elle est capable de générer comme revenu, en vue de choisir l'optimum économique pour le gestionnaire de la sucrerie. Donc ces notions d'optimisation technico-économique peuvent s'appliquer sur trois grands types de projets, à savoir tout ce qui est purement investissement dans de nouvelles usines ou de nouveaux ateliers, tout ce qui concerne l'optimisation d'usines existantes, donc avec une partie optimisation des investissements à faire en plus sur la sucrerie existante et une partie optimisation des réglages pour la conduite de la sucrerie. Et ensuite, un troisième volet qui, lui, concerne essentiellement les usines en opération, et à savoir comment optimiser les performances de mon usine, minimiser par exemple les consommations ou maximiser les productions sans investissement majeur et en cours de fonctionnement, donc durant la campagne. Donc je vais m'attarder sur les deux derniers exemples, qu'à savoir l'amélioration globale des performances donc pour une usine existante et ensuite les optimisations en opération. Donc pour l'exemple de l'optimisation d'une sucrerie existante, je vais prendre l'exemple de Mbanjok, qui est une sucrerie au Cameroun. Donc deux, trois éléments techniques. Il s'agit d'une usine relativement classique,
avec donc un atelier d'extraction possédant 4 moulins, un, un atelier d'évaporation à 5 effets, un atelier de cristal classique en CBA. L'usine possède sa propre raffinerie qui est intégrée au process. Et ensuite, là, pour la partie production d'électricité, de chaudières, mais sans export d'électricité sur le réseau. Donc l'objectif principal de cette sucrerie, c'était d'étudier les possibilités d'augmentation de capacité de l'ensemble de l'usine et surtout de définir une stratégie d'investissement qui permettrait d'augmenter la capacité de 15% avec un minimum d'investissement. Et cette contrainte majeure qui est l'investissement minimum, dans cet exemple-là, se traduisait par l'absence de nouvelles chaudières, qui était, comme on va le voir, l'élément limitant de l'usine. Donc pour mener à bien cette mission, il y a 3 étapes principales. Donc dans un premier temps, on va regarder la situation actuelle de l'usine et caler en fait tous les outils numériques qui vont nous permettre de simuler les différents scénarios sur l'usine existante. Donc là, on va venir faire une photographie de la situation actuelle. On sait qu'à l'instant t égale 0, on est dans cette situation avec telle capacité de production. Et que, à l'aide des outils numériques, une fois qu'on a calé la situation actuelle, on va pouvoir fictivement gérer un certain nombre de scénarios et dans ce cas présent, fictivement monter en capacité pour pouvoir définir quelles vont être les parties de la sucrerie qui vont nous limiter et quelles vont être les parties dans lesquelles il va falloir faire un effort, soit en termes d'optimisation process, soit en termes de nouveaux équipements. Donc une fois qu'on a défini, qu'on a défini la liste des équipements clés qui vont limiter, cette fois-ci, on va pouvoir définir un scénario, tout un panel d'investissements, différentes options qui vont permettre au gérant de la sucrerie de choisir celle qui lui paraît la plus cohérente et qui pour lui correspond, et qui pour la problématique correspond à un optimum à la fois sur le plan technique, en termes de production, et sur le plan économique, en termes de positionnement au niveau du marché. Donc l'étape 1, comme je le disais, qui consiste à faire la photographie de la sucrerie, se base à la fois sur des expertises sur le terrain, sur l'ensemble des données qui peuvent être récupérées dans l'usine, et aussi sur des premières simulations numériques. Et à partir de là, une fois que l'on a déterminé l'ensemble des différents flux, que ce soit des flux de sucre, d'électricité, de vapeur, on va pouvoir avoir une image globale et on va pouvoir fictivement augmenter la production de l'usine pour voir ce qui va se passer. Donc à partir de là, on va procéder par step. On sait que l'usine actuellement fonctionne correctement à sa production nominale. On va monter effectivement à l'aide des logiciels numériques plus 5%, plus 10%, plus 15%. Et en fonction des résultats, on va pouvoir déterminer quelle va être la capacité maximale de la sucrerie dans sa configuration actuelle, sans changement à la fois sur les modes opératoires et les réglages process, et sans investissement. Donc dans le cas présent, on était capable d'augmenter la production d'environ 5 à 8%, sans toucher quoi que ce soit à la sucrerie. Mais ensuite, on était limité à la fois par la production de vapeur, par la capacité de la chaudière, dans ce cas présent par la capacité de certaines cuites, et par la capacité du point froid pour équilibrer le réseau de vapeur. Une fois qu'on connaît les éléments limitants, on va pouvoir cette fois-ci définir les scénarios d'investissement et dire, bon, maintenant je suis capable d'arriver sans rien faire à 5%, comment je fais pour arriver à plus 15% d'augmentation de production, et ce, toujours dans cette logique d'investissement minimum et d'optimisation. Donc là, on va pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres. Par exemple, l'installation et l'optimisation au niveau de l'atelier d'évaporation, de la chaîne de ballons de récupération des condensats, des modifications sur les réchauffeurs de jus, de l'ajout de surface sur l'atelier d'évaporation, des modifications au niveau de la raffinerie, l'électrification des moulins. On va lister en fait un certain nombre de scénarios qui sont plus ou moins coûteux pour le gestionnaire de la sucrerie. Et en fonction, on va pouvoir définir
le cheminement optimal pour le gérant de la sucrerie pour atteindre cet objectif d'augmentation de capacité à 15%. Et donc pour ça, à chaque modification de la sucrerie, les outils numériques vont nous permettre d'avoir un certain nombre de résultats. Donc là par exemple, je vous ai donné les économies de vapeur qui vont nous permettre en fait, à chaque fois qu'on fait une modification, à chaque fois que je dis par exemple j'investis dans un nouveau réchauffeur, j'investis dans une nouvelle cuite, j'électrifie par exemple un ou deux moulins sur ma chaîne de moulins, avoir les gains. Ici, ce qui nous intéressait, c'était les gains en vapeur, et c'est de voir comment la sucrerie se comporte dans la foulée. Et en fait, ce principe d'allier à la fois l'expertise terrain et les modélisations numériques, comme on l'a compris, va nous permettre de générer un large panel de scénarios avec les investissements associés et de définir, de permettre au client d'avoir une vision globale à la fois de sa problématique, de son process et surtout des solutions qui lui sont proposées. Et pour lui de choisir la solution qui lui permet d'avoir les meilleures performances techniques, mais surtout les meilleurs revenus à la fin et le meilleur retour sur investissement. Et donc, à partir de ce type de méthode d'optimisation, le client bénéficie de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour choisir d'investir selon les différents scénarios et d'optimiser ses investissements. Donc au lieu d'investir au fur et à mesure que le problème se pose et de réussir ainsi à augmenter sa capacité sur un certain nombre de campagnes, là il va pouvoir avoir une vision globale et prévoir sur seulement 2 ou 3 campagnes ses investissements et arriver au bout de 2-3 ans à une augmentation de production là où sans cette idée d'optimisation, il lui aurait fallu entre 5 et 10 ans selon les problématiques qu'il pouvait rencontrer au fur et à mesure des modifications. Donc ça, c'était le premier exemple d'optimisation technico-économique qui concernait à la fois les performances process, les différents réglages et modes de conduite, mais aussi les investissements dans des nouveaux équipements. Là, je vais vous montrer un dernier exemple qui concerne lui uniquement de l'optimisation de sucreries en conduite. Donc l'idée, ça va être de suivre la production avec une fréquence, par exemple hebdomadaire dans notre cas, et de jouer sur un certain nombre de paramètres et de réglages des équipements pour minimiser les consommations ou maximiser les revenus, maximiser les productions. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est celui de la Baraque, donc sucrerie à l'île Maurice, qui possède, donc en plus de la partie sucre roux, une raffinerie, une centrale thermique qui exporte sur le réseau mauricien et un atelier, une distillerie avec production d'éthanol. Donc la problématique principale de la partie sucrerie et raffinerie est la consommation de vapeur. Et donc pour ça, on va se concentrer essentiellement sur ces deux blocs, la sucrerie et la raffinerie intégrée. Donc la sucrerie qui a la particularité d'être une sucrerie avec diffuseur, 5 effets au niveau de l'atelier d'évaporation et un schéma classique au niveau de la cristallisation. Et une partie raffinerie qui est classique également en 3G de raffinage. Donc actuellement, cette sucrerie à l'île Maurice fonctionne en symbiose avec la centrale thermique, donc avec un échange bagasse, vapeur-électricité. Et l'idée, c'est de réduire la consommation de vapeur de la sucrerie et de la raffinerie, tout en maintenant un seuil de production de sucre roux et de sucre raffiné constant. Donc pour pouvoir faire cela, on va raisonner en 2 étapes. Une première étape qui est une étape avec investissement possible, étape qui a lieu à l'intercampagne et qui va ressembler à ce que je vous ai présenté pour la sucrerie au Cameroun. Et une deuxième étape qui, elle, a lieu durant l'ensemble de la campagne, dans cet exemple de juillet à décembre de cette année, et dont l'objectif est de suivre de manière hebdomadaire
les différents réglages de la sucrerie pour minimiser cette consommation de vapeur au fur et à mesure de la campagne. Et ce, sans investissement. Donc une phase 1 avec investissement possible et une phase 2 sans investissement. Donc la phase 1 ressemble en réalité à ce que je vous ai montré sur le Cameroun. Donc on va associer en fait de l'expertise sur site et des simulations numériques nous permettant de connaître en fait l'impact d'investissement sur la consommation de vapeur. Donc là par exemple, qu'est-ce qui va se passer si mes prélèvements sont décalés pour les réchauffeurs de jus, comment réagit l'usine si on réaménage la chaîne de condensat. Quels gains vont être envisageables si on est capable d'isoler thermiquement les parties clés du réseau de tuyauterie et notamment dans le cas présent du diffuseur. Donc on va pouvoir ainsi générer une liste de gains potentiels et le gérant de la sucrerie va pouvoir choisir en fonction de ce qu'il estime simple à réaliser, le plus intéressant pour lui à faire pendant l'intercampagne. Donc dans le cas présent, sur cette phase 1, on avait des économies de la consommation de vapeur qui sont entre 5 et 5,5%. On était à 5,1% de réduction de la consommation vapeur avec des investissements qui sont relativement faibles, puisqu'on voit c'est de l'isolation thermique, un peu de tuyauterie à modifier. Et ça, ce qui représente quelques centaines de milliers d'euros d'économie pour le sucrier. La phase 2, donc comme je vous l'ai dit, qui là est de l'optimisation mais sans investissement significatif. Le principe est le suivant, c'est qu'on va toutes les semaines, à la suite de l'étude des différents paramètres qui étaient implémentés dans les équipements pendant la semaine et des résultats en termes de consommation de vapeur dans notre cas, on va pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres et venir toutes les semaines donner les nouvelles consignes pour la semaine suivante, nous permettant ainsi de faire un gain qui sur la semaine semble faible, mais sur l'ensemble de la campagne est conséquent, comme on va le voir. Donc là, les exemples de leviers qui peuvent être utilisés lors de la phase 2, c'est vraiment des réglages process d'usine en opération. Donc ça va être des débits d'eau qui sont injectés par exemple au moment de l'imbibition, des consignes en température au niveau des jus, des consignes de vide pour les ateliers d'évaporation, éventuellement pour les cuites également. Et ensuite aussi des débits de vapeur qui vont être injectés pendant les phases d'arrêt pour maintenir plus ou moins les équipements en température, dans la mesure où les phases d'arrêt sont des phases fortes consommatrices en vapeur et sans réelle production. Donc sur la phase 2, en cumulant les gains qu'on est capable de faire semaine par semaine grâce à cette optimisation des réglages et de la conduite de manière hebdomadaire, sont de 5% depuis le début de la campagne. Donc là, la campagne n'est pas encore finie, mais actuellement, on est à 5% d'économie de vapeur sur cette phase. Et donc ça, on l'a compris, sans investissement. Uniquement en récupérant les données de la semaine, en simulant différents scénarios de modification des réglages et en procédant à ces réglages la semaine suivante. Donc si on regarde maintenant les gains cumulés à l'aide de ces deux phases sur l'ensemble de la campagne pour cette sucrerie, on va retrouver les 5,1% de réduction avec des investissements faibles et 5% de gains, donc cette fois-ci sans investissement, sur la consommation de vapeur. Donc ces 10,1% de gains de consommation de vapeur représentent dans le cas présent plusieurs centaines de milliers de dollars d'économie, et ce avec des investissements qui sont mineurs et qui ont lieu uniquement à l'intercampagne et plus durant la campagne. Si on regarde maintenant d'un peu plus près ce qui se passe semaine par semaine, on s'aperçoit, donc on va retrouver ici la moyenne de consommation de vapeur de la campagne précédente, avant la première étape. Ensuite, grâce à la première étape et aux investissements mineurs, on va réduire cette consommation de 5%. Et ensuite, avec le suivi intitulé Value Monitoring, donc suivi hebdomadaire avec consigne de modification pour la semaine suivante, on va obtenir la courbe ici en violet avec
des maxima de consommation de l'ordre de moins 16% par rapport à ce qu'on avait initialement. Sachant qu'ici, les pics correspondent à des périodes en fait soit de pluie intense ou en tout cas des périodes climatiques qui étaient contraignantes pour la partie agriculture et ramassage de la canne. Et donc avec une sucrerie qui des fois tourne au ralenti par manque de canne ou par problème d'approvisionnement. Donc globalement, ce qui était intéressant de voir, c'est que comme on l'a vu et comme on le sait, les sucreries vont être multi-produits. La sucrerie va être capable de produire à la fois le sucre roux, le sucre raffiné, dans le cas où il y a une raffinerie, de l'électricité éventuellement, de l'éthanol. Et comme on l'a vu avec l'exemple du Brésil, le sucrier a tout intérêt quand ils vont sur les marchés spot à gérer la conduite de sa sucrerie et gérer l'ensemble des paramètres techniques en fonction des différentes prix marchés pour maximiser son revenu. Donc, allier l'expertise sucrière à des modèles numériques permettent justement d'avoir une vision globale et d'être en mesure de connaître l'optimum technique qui va permettre de générer un maximum de revenus, soit en augmentant sa production, soit en diminuant ses consommations, comme on l'a vu dans le cas de Omnican, dans la mesure où les consommations de vapeur étaient un coût non négligeable pour la sucrerie, dans la mesure où il y avait un échange avec la centrale thermique adjacente. Et ensuite, cette vision globale, à l'aide de différents scénarios qui nous permet de voir fictivement les capacités de l'usine, va permettre en fait de définir des stratégies et des prises de décision en termes d'investissement qui vont être à la fois rapides et efficaces dans la mesure où on va pouvoir avoir un large panel de solutions et on va pouvoir choisir celles qui correspondent au retour sur investissement maximum. Voilà pour cette partie technique, donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Les questions. Moi j'ai envie d'en poser une, c'est de demander à Gervais Nicolin, qui connaît bien la sucrerie de Panjoc, est-ce qu'on a retrouvé nos petits, effectivement, par rapport à ce qui a été annoncé? Il est la basse-main. En fait, avec six sucreries, il y a beaucoup de petits à retrouver. Et dans le cas de Banjoc, je pense que ça a mis les priorités. Banjoc n'a jamais été... On n'a jamais fait l'évaluation de Banjoc dans le but de grossir l'usine et de passer à plus 10, plus 15%. Je pense que ça met bien les priorités en ordre. Et je pense même que pour FEAC 2, ça a été quand même assez révélateur, dans le sens qu'on savait qu'il fallait toucher à l'évapo et à la cuite. Et en fait, compte tenu des priorités, dans les autres sucreries, il fallait savoir si on mettait la cuite avant l'évapo ou vice-versa. Mais je pense que ça donne, en fait, ça donne aux gestionnaires de l'usine une priorité dans leurs investissements. Et ça permet de prendre les choses dans le bon ordre, quoi. Maintenant, pour la deuxième partie, moi je suis pour les sucreries africaines un petit peu plus sceptique dans la mesure où on n'a quand même pas, comme les sucreries d'Afrique du Sud, de Maurice ou de Réunion, jusqu'à présent une très bonne maîtrise de l'ensemble des paramètres. Pour FEAC, les usines de FEAC, nous travaillons à diminuer la consommation d'énergie. D'ailleurs, on a prévu quelque chose pour FEAC 1 dans ce sens-là, pour la bonne et simple raison que là-bas, on n'a pas de centrale thermique, mais tout ce qu'on peut économiser comme vapeur est bienvenu parce qu'à ce moment-là, ça passe à l'irrigation et ça diminue les achats de CIE. Moi, je pense pouvoir clair, l'exercice est intéressant à faire. Maintenant, pour mener à bien toutes les recommandations, dans le moindre détail, ça c'est un petit peu plus difficile. Et ça dépend avant tout d'une bonne maîtrise. Et après, c'est un peu chez nous, ce qui nous manque, c'est en fait la régulation. C'est-à-dire être capable vraiment
de suivre et de réguler les différents ateliers de manière tout à fait précise, quoi. Voilà un petit peu. Nous, on est assez contents parce que ça nous permet d'avancer. Et puis, comme je disais, ça remet bien les priorités dans le bon ordre, quoi. Voilà. Merci Gervais. Donc ça confirme bien que tout ça, ça va dans le sens d'une optimisation du résultat économico et productif.
Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre question? Non. Bah écoutez, merci Alexandre. Et on va passer à Thibaut. Bonjour. Moi, je voulais profiter justement du thème abordé par notre invité d'honneur, Monsieur Payot, pour un peu parler de la technologie numérique qui commence à s'intéresser au domaine agricole sucrier. Pendant longtemps, on assimilait, au moins au niveau canne à sucre, dans les pays tropicaux, des activités très basiques, avec la récolte manuelle, avec les machettes, avec des tracteurs relativement vieux, mais quand même costauds pour transporter la canne. Depuis ces dernières années, les exploitations sucrières sont investies dans les nouvelles technologies. Donc je vais vous présenter les nouveaux outils qui ont été développés, et qui commencent justement à s'orienter vers le domaine agricole, et les différentes applications qui peuvent intéresser l'exploitation agricole. Donc je vais parler donc justement de quelques innovations majeures qui elles-mêmes vont permettre d'améliorer la production ou le suivi de la production, qui peut passer à la fois donc, par la gestion des données, qui est comme l'élément de base quand on parle de numérique. Ensuite, au niveau plus exploitation, tout ce qui est lié, comme M. Coquelet disait tout à l'heure, au niveau du guidage des engins pour optimiser les trajets ou même les itinéraires techniques, le contrôle et le pilotage des activités. Et enfin, l'optimisation des ressources pour réduire les charges, tant en termes d'intrants qu'en termes de consommation de carburant. Alors, concernant les innovations technologiques, je voulais d'abord aborder le cas du GPS. GPS donc, qui avait été à la base conçu pour un usage militaire, qui est passé après au niveau civil, et depuis une quinzaine d'années, s'intéresse au monde agricole. Tout en sachant qu'il y a une amélioration tant au niveau des équipements qui sont utilisateurs de GPS, mais aussi au niveau de la précision, puisque les GPS qu'on connaît, les GPS, on va dire, marché de tout le monde, c'est un GPS qui a une précision de l'ordre de 5-10 mètres. Ensuite, on passe à des GPS qui est donc en lien avec la triangulation satellite, qui elle a une précision d'1 mètre, et enfin une technologie là qui est en train de se déployer de manière très importante au niveau agricole, c'est le RTK. Le RTK qui est une technologie qui permet d'avoir une précision centimétrique, et donc il y a des applications qui sont très importantes à l'agriculture, et ça on le détaillera tout à l'heure. Il y a également au niveau technologie, l'innovation, en fait, l'amélioration des moyens de communication. Donc moyens de communication entre soit des capteurs agricoles ou capteurs agronomiques ou des engins qui passent à la fois, ou qui peuvent passer à la fois par des réseaux hertziens ou des réseaux téléphoniques par SMS. Donc il y a une communication directe entre les outils dans le champ et les terminaux, que ce soit des téléphones ou que ce soit des ordinateurs au bureau, ou éventuellement qui peuvent également passer par Internet via les réseaux Internet téléphoniques GPRS. Donc ça, ces technologies, elles se déploient de manière exponentielle sur tous les pays et même en Afrique. Même dans des zones reculées, on a accès à ces technologies-là. Enfin, dernière chose, c'est la communication entre les engins. Et notamment avec la technologie qui a été développée il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qui s'appelle l'Isobus ou le Buscan. C'est une technologie qui a été développée avec l'ensemble des constructeurs de matériel, qui est maintenant uniformisée, et qui permet, donc, à travers une prise, donc les outils qui sont attelés à un tracteur, permettent en fait de communiquer avec le tracteur lui-même ou l'ordinateur de ce tracteur pour donner certaines informations liées à l'avancement de l'équipement, liées aussi au matériel lui-même, c'est-à-dire à la température. Là, on parle plutôt au niveau du moteur, etc., la consommation de gasoil. On abordera ça également. Et enfin, dernière chose aussi qui prend aussi une place de plus importante, c'est le développement du suivi des engins par GPS, qu'on appelle le tracking, qui permet en temps réel de suivre l'emplacement et le trajet des engins agricoles.
Donc c'est à travers ces trois technologies-là, enfin, groupe de technologies, que je vais centrer la présentation pour voir un peu comment les exploitations agricoles s'en servent pour optimiser leur activité. Alors au niveau déjà de la gestion des données, c'est vrai que pendant longtemps, bon, ça concerne pas seulement l'activité cannière, hein. Pendant longtemps, les données d'observation qui sont indispensables pour une bonne gestion de l'exploitation, étaient saisies sur papier et archivées. Et en fait, on avait beaucoup de mal à exploiter ces données sur sur un historique ou sur une période donnée pour en tirer une analyse particulière, quoi. Donc l'outil informatique était quelque chose de très bénéfique dans ce sens-là, puisqu'elle a permis de compiler ces données et d'avoir une analyse assez intéressante et surtout fiable de ces données-là, hein.